J'avais 19 ans et je dormais depuis 4 nuits dans le hall d'une gare de banlieue quand ils sont venus me chercher. Ce n'était pas la famille de mes parents. Pas vraiment. C'étaient des gens que ma mère appelait la cousine de mon oncle ou la belle-sœur de quelqu'un. Ces liens flous qui n'existent que dans les faire-part de décès et les mariages où personne ne se parle. Mais ce jour-là, ils se sont présentés comme ma famille. La femme portait un manteau en laine beige, propre, bien coupé. Elle sentait un parfum léger, quelque chose de discret et de cher. L'homme est resté en retrait, les mains dans les poches, observant les passants avec ce calme des gens qui ont l'habitude que tout se passe comme ils le veulent. Ils m'ont regardé comme on regarde une enfant perdue au supermarché, avec un mélange de pitié et d'efficacité. Elle m'a dit que je ne pouvais pas rester là, que c'était dangereux, que j'étais quand même de la famille, que ça ne se faisait pas de laisser quelqu'un dormir par terre. Elle m'a demandé si j'avais mangé. J'ai dit non. Elle a sorti un billet de 20 € de son portefeuille, m'a emmené dans un café en face, et pendant que je mangeais un croque-monsieur trop chaud qui me brûlait la langue, elle m'a expliqué qu'ils avaient une grande maison, beaucoup de place, et qu'ils cherchaient justement quelqu'un pour aider un peu. Rien de compliqué. Elle a insisté. Juste un coup de main. Faire les courses, un peu de ménage, cuisiner de temps en temps. En échange, j'aurais un toit, de quoi manger et un peu d'argent de poche quand ce serait nécessaire. Elle a souri. Un sourire doux, maternel, comme si elle venait de m'offrir une chance inespérée. Je n'avais pas d'autre solution. Mes parents étaient morts 3 mois plus tôt, dans un accident de voiture sur l'autoroute A6. Pas d'assurance vie, pas d'économie, juste un appartement en location qu'on m'avait demandé de libérer, parce que je ne pouvais pas payer le loyer. J'avais essayé de trouver du travail, mais à 19 ans, sans diplôme, sans expérience, sans recommandation. Les portes se fermaient avant même que j'aie le temps de frapper. Alors j'ai dit oui. Le lendemain, ils sont venus me chercher avec une voiture propre et silencieuse. On a roulé vers l'ouest, en direction de Versailles, puis un peu plus loin, dans une petite ville résidentielle, où les rues portaient des noms d'arbres et où les maisons avaient toutes des portails blancs. La leur était grande, lumineuse, avec un jardin devant et une allée en gravier qui crissait sous les pneus. À l'intérieur, tout était rangé, impeccable, comme dans les magazines de décoration. Des meubles en bois clair, des rideaux blancs, des tapis épais. Pas un objet qui dépassait, pas une trace de vie désordonnée. Ils m'ont montré ma chambre. C'était une petite pièce au bout du couloir, près de la buanderie, avec un lit simple, une armoire, une fenêtre qui donnait sur le jardin. Ce n'était pas grand, mais c'était propre, calme, sûr. Pour la première fois depuis des semaines, j'ai dormi sans me réveiller en sursaut. Les premiers jours ont été faciles. Je faisais ce qu'on me demandait. Je passais l'aspirateur, je préparais le déjeuner, je mettais la table. Ils étaient polis, discrets, jamais durs. Ils me disaient merci, parfois même bravo. Je me sentais utile. Je me sentais en sécurité. Je pensais que j'avais eu de la chance. Et puis un matin, au bout de 2 semaines peut-être, l'homme m'a appelé dans le bureau. Il m'a dit qu'il fallait régler quelques formalités administratives pour que tout soit en ordre, pour que je sois bien déclarée, qu'il n'y ait pas de problème avec la sécurité sociale, les impôts, ce genre de choses. Il a posé devant moi une pile de papiers imprimés, avec des lignes, des cases à cocher, des signatures à apposer en bas de page. Il m'a expliqué rapidement, trop rapidement, des mots que je ne comprenais pas. Domiciliation, attestation d'hébergement, déclaration sur l'honneur. Il a dit que c'était normal,
que tout le monde faisait ça, que c'était juste pour éviter les complications. Il m'a tendu un stylo. J'ai signé. Je ne me souviens pas d'avoir posé de questions. Je ne me souviens pas d'avoir lu les documents en entier. J'avais 19 ans. J'étais reconnaissante. Et surtout, j'avais peur. Peur qu'il change d'avis. Peur de retourner à la gare. Peur de me retrouver seule. Alors j'ai signé tout ce qu'il m'a demandé de signer. Et pendant toutes ces années, j'ai cru qu'il m'avait sauvée. Les années suivantes se sont installées sans que je m'en aperçoive. Au début, je pensais être là pour quelques mois, le temps de me remettre sur pied, comme on dit, trouver un travail, économiser un peu, repartir. Mais les mois se sont enchaînés, puis les saisons, et la maison a fini par devenir le décor naturel de ma vie, comme si je y avais toujours été. Je me réveillais tôt, avant tout le monde. La maison avait alors une odeur particulière, un mélange de café, de lessive et de silence. Les volets mi-clos laissaient entrer une lumière douce, et le parquet craquait sous mes pas quand je descendais les escaliers. J'aimais ce moment précis, entre la nuit et le jour, où je pouvais croire, quelques minutes, que cet endroit m'appartenait un peu. Je préparais le petit déjeuner. Je mettais la table. J'ouvrais les fenêtres pour laisser entrer l'air frais du jardin. Ma chambre était restée la même. Un lit simple, une armoire, une petite table de nuit. Au fil du temps, j'y avais ajouté quelques objets. Une photo de mes parents, un foulard trouvé dans un marché, un livre acheté d'occasion. Ce n'était pas vraiment une chambre, plutôt un coin rangé, au bout d'un couloir qui n'intéressait personne. Un coin à moi, comme je l'appelais dans ma tête. Ce n'était pas grand-chose, mais c'était déjà beaucoup pour quelqu'un qui, quelques années plus tôt, n'avait même pas un oreiller à elle. Je n'avais jamais de clé de la maison. Je pouvais entrer et sortir librement, mais les clés restaient toujours sur le meuble de l'entrée, dans un vide-poche en céramique. Je ne m'étais jamais posé la question. La maison était leur maison, pas la mienne. Moi, j'étais là pour aider. C'était le mot qui revenait sans cesse dans ma tête. Aider. Je ne travaillais pas officiellement. Il n'y avait pas de contrat, pas de fiche de paie, pas de bulletin à la fin du mois. Il n'y avait pas non plus de discussion sur l'argent. Parfois, on glissait un billet dans ma main pour mes affaires. Parfois, on payait mes vêtements, mes chaussures. J'avais toujours ce qu'il fallait, jamais ce que je choisissais. Je me disais que c'était normal. Avec le temps, mes tâches avaient changé, sans que je sache exactement quand. Au début, je faisais un peu de tout. Puis j'ai commencé à faire les courses seule, à gérer les menus de la semaine, à nettoyer les chambres, à organiser les placards. Je connaissais les habitudes de chacun, les heures des repas, les préférences alimentaires, les allergies, les petites manies. Je savais quel verre utiliser pour qui, comment plier le linge pour que personne ne s'en plaigne, quelle marque de lessive acheter. La maison fonctionnait en grande partie à travers moi. Je n'avais pas de salaire, mais je n'étais jamais dans le besoin. Je mangeais bien, je dormais dans un lit propre, j'avais des vêtements en bon état. Je n'avais pas de compte en banque à moi, pas de factures à payer, pas de rendez-vous administratif. Toute la lourdeur de la vie adulte semblait se dérouler ailleurs, dans un monde qui ne me concernait pas. Parfois, je me sentais légère. Parfois, je me sentais inexistante. Les années se superposaient, comme des couches de peinture sur une même toile. Au début, je comptais. 1 an, puis 2. Je me disais que je partirais l'année prochaine, que j'allais me former, chercher du travail, trouver une chambre en colocation. Mais chaque fois que j'y pensais, quelque chose arrivait. Une maladie dans la famille, une période de stress, un besoin d'aide supplémentaire. Je repoussais, encore un peu,
Juste le temps que ça se calme. Juste le temps d'être utile. Je finissais par me dire que j'avais choisi. Dans les conversations avec les voisins, quand ils me demandaient qui j'étais, je répondais que j'étais avec eux. Je ne disais pas que j'étais employée, ni que j'étais de la famille. J'étais simplement là. Une présence permanente, rassurante, discrète. On me voyait porter les sacs, tailler les rosiers, étendre le linge, ouvrir le portail au livreur. On me lançait parfois un « bon courage » en passant. Je souriais. Je ne savais pas exactement quel rôle les autres me donnaient dans cette maison. Mais j'avais fini par m'y enfermer moi-même. Je n'avais pas de dossier à mon nom dans un tiroir. Pas de contrat accroché avec un trombone à une chemise cartonnée. Je n'avais que mon prénom écrit au marqueur sur une boîte en plastique dans le frigo pour les restes qu'on me mettait de côté. Cela me suffisait. Je pensais que le reste n'avait pas d'importance, tant que j'avais une place à table et un lit où dormir. Un jour, en cherchant un document dans le buffet du salon, j'ai remarqué une pochette avec mon nom écrit dessus. Une pochette fine, rangée entre d'autres, plus épaisse, qui portait des appellations administratives, assurance, impôts, factures. La mienne était coincée au milieu, comme si elle faisait partie de l'organisation générale de la maison. Je l'ai effleurée du bout des doigts, puis je l'ai remise exactement à sa place, sans l'ouvrir. Je me suis dit que ce devaient être les papiers qu'on m'avait fait signer au début. Des preuves d'hébergement, peut-être. Des démarches pour m'aider. Le genre de choses qu'on fait pour régulariser la situation. Je n'y connaissais rien. Aux lois, aux déclarations, aux subtilités de la propriété ou de la fiscalité. Tout ce que je savais, c'est qu'ils s'occupaient de tout. Je leur faisais confiance. Avec le temps, cette pochette est devenue comme un objet familier dans mon paysage mental. Je savais qu'elle était là, entre les factures d'électricité et les relevés bancaires. Je savais que mon nom existait quelque part, écrit noir sur blanc, dans leur papier. Cela me donnait une étrange impression de légitimité, comme si le fait d'être mentionné sur un document faisait de moi quelqu'un d'important dans cette maison. Je ne me rendais pas compte qu'il y avait une différence entre être comme de la famille et être un nom utile sur un papier. Je me répétais que l'argent n'était pas le plus important, que j'avais été recueillie quand je n'avais nulle part où aller, que sans eux je serais peut-être encore dans une gare, ou pire, je me disais que je n'avais pas le droit d'exiger plus que ce qu'on me donnait déjà, que ma gratitude devait suffire à remplir les espaces vides. Je ne voyais pas que les espaces vides, c'étaient les miens. Je ne saurais pas dire quand le sentiment de gratitude a commencé à se transformer en quelque chose de plus lourd. Au début, il se confondait avec la routine. Je me réveillais, je faisais le café, je lançais une machine, je préparais les repas, je nettoyais les pièces que personne ne voyait vraiment. Les jours se ressemblaient tellement que je n'avais plus besoin de calendrier. La maison, elle, ne se lassait jamais de me rappeler pourquoi j'étais là. Tout revenait toujours à ce jour à la gare. Chaque fois que je montrais un signe de fatigue, que je laissais échapper un soupir trop sonore, que j'osais dire que j'avais mal au dos ou que j'aurais aimé avoir un après-midi pour moi, la même scène se rejouait, même sans mots. Le souvenir de mon sac de sport posé à côté d'un banc froid, de mes mains enfoncées dans les poches de mon manteau trop fin, de mes nuits hachées par les annonces au micro. J'avais construit toute ma reconnaissance autour de ces images. Elles étaient devenues un argument contre moi-même. Je me disais que je n'avais pas le droit de me plaindre. Peu à peu, les tâches avaient cessé d'être de simples services rendus. Elles s'étaient transformées en dettes à honorer. Quand je repensais aux premières années, je me rappelais des remerciements, des sourires,
des gestes de douceur. Plus le temps passait, plus ces marques de reconnaissance se faisaient rares. Comme si le temps avait amorti l'effort qu'ils avaient fait en me recueillant, mais pas celui que je faisais en restant. Je n'étais plus la jeune fille à qui on donnait une chance. J'étais devenue la preuve vivante qu'ils avaient bon cœur. Cette idée avait commencé à s'infiltrer dans ma manière de me tenir dans la maison. Je marchais un peu plus vite, je prenais les escaliers d'un pas plus discret, je ramassais immédiatement tout ce qui traînait, même si je n'en étais pas responsable. Je voulais qu'on ne puisse jamais dire que je ne méritais pas ce qu'on m'offrait. Je voulais être au-dessus de tout reproche. En réalité, je cherchais à payer une dette qui n'avait jamais été clairement définie, mais dont je sentais le poids chaque jour davantage. Je ne disais jamais non. Quand on me demandait de rester un peu plus tard le soir parce qu'il y avait du monde à dîner, je restais. Quand il fallait se lever plus tôt pour préparer un brunch, je me levais. Quand un des enfants devenus adultes revenait pour le week-end avec ses propres enfants, je prenais naturellement en charge les lessives supplémentaires, les repas, les jouets éparpillés dans le salon. Tout cela allait de soi. Je faisais ce qu'il fallait pour que la maison tourne, pour que tout le monde soit à l'aise. Dans les rares moments où je m'autorisais à imaginer une autre vie, une chambre ailleurs, un petit studio sous les toits, un travail déclaré avec des horaires et des jours de repos. Une voix intérieure se dressait aussitôt. Elle me rappelait que je n'avais rien en arrivant, que sans eux, je n'aurais peut-être pas survécu, qu'on ne quitte pas un endroit qui vous a sauvé la vie, comme on change simplement de décor. Cette voix me disait que partir, ce serait trahir. Je commençais à remarquer que chaque tentative de me projeter hors de la maison se heurtait au même mur invisible. Dès que je me surprenais à regarder les annonces de location dans la vitrine d'une agence immobilière, je pensais au prix des loyers, à la nécessité d'avoir des garants, des fiches de paie, un contrat stable. Je n'avais rien de tout cela. Mon nom n'apparaissait dans aucun bulletin, dans aucun relevé de salaire, dans aucun contrat de travail. J'existais dans cette maison sans exister vraiment dans le reste du monde. Cette constatation me plongeait dans une sorte de vertige. Je m'en rendais compte dans les petites choses. Quand il fallait remplir un formulaire en ligne, je ne savais jamais quoi mettre dans la case « profession ». J'hésitais entre rien et trop. Employé de maison, aide à domicile, hébergé. Aucun de ces mots ne me semblait juste, parce qu'aucun n'incluait la dette silencieuse qui justifiait ma présence. Je n'étais pas seulement quelqu'un qui travaillait ici, j'étais quelqu'un qui devait quelque chose. C'était dans l'air, dans les silences, dans les regards rapides, lorsque je faisais une remarque qui dépassait mon rôle. Lorsque je me surprenais à penser que j'aurais aimé avoir une après-midi libre pour aller au cinéma, prendre un café en ville, ou simplement m'asseoir sur un banc sans avoir quelque chose à faire, je ressentais immédiatement une honte diffuse, une sorte de rougeur intérieure. Comment pouvais-je vouloir plus que ce qu'on m'avait déjà donné? Comment pouvais-je oser rêver de loisirs alors que tout ce que j'avais venait d'eux? Je me jugeais plus sévèrement qu'eux. Je devenais mon propre surveillant. Au fil du temps, une phrase a commencé à se former dans ma tête, sans jamais être prononcée à haute voix. « Tu leur dois bien ça ». Elle revenait chaque fois que j'avais envie de dire non, chaque fois que j'avais envie de partir quelques jours, chaque fois que je me surprenais à envier les vies des autres. Cette phrase annulait d'avance toute rébellion, toute tentative de rupture. Ce n'était pas qu'on m'interdisait de partir, c'était que je n'osais pas le vouloir vraiment. Je restais, non pas parce qu'on m'enfermait, mais parce que je n'arrivais plus à concevoir une vie où je ne serais pas redevable. Un soir, en rangeant la cuisine, j'ai essayé de me souvenir de la dernière fois
où j'avais passé une journée complète seule, sans personne autour de moi, sans tâche à accomplir, sans horaire à respecter. Je n'y suis pas arrivée. Je voyais des fragments de journée, des après-midi écourtés, des heures grappillées, ici et là, mais jamais une journée entière. Mon temps s'était dilué dans celui des autres, jusqu'à ne plus avoir de contour propre. Je ne savais plus où commençait ma vie et où finissait la leur. Je me suis surprise à repenser à la gare, à ce hall où je m'étais sentie si vulnérable, si exposée. Je m'étais juré de ne plus jamais revivre cette sensation de n'avoir nulle part où aller. Et pourtant, des années plus tard, dans cette grande maison lumineuse, entourée de murs solides et de pièces bien chauffées, une question a commencé à s'imposer. Lente, tenace, impossible à faire taire. Si je partais, où irais-je vraiment? Je n'avais pas de réponse. Et c'est là que j'ai compris que la dette que je croyais d'avoir envers eux avait lentement remplacé toute possibilité d'avenir. Le temps a commencé à se plier sur lui-même, sans que je le remarque vraiment. Au début, je pouvais encore dater les souvenirs. Je savais dire « c'était il y a 3 ans ». À ce moment-là, j'avais 24 ans. C'était l'été où il avait fait si chaud. Puis les repères se sont mis à glisser. Les saisons se ressemblaient, les années se superposaient, comme des feuilles de papier trop fines. Il ne restait plus que la routine, toujours la même, qui effaçait peu à peu la chronologie. Un matin, en me regardant dans le miroir de la salle de bain, j'ai remarqué un fil blanc dans mes cheveux. Juste un trait clair au milieu du brun. Je l'ai observé longtemps, comme si ce mince fil prouvait quelque chose que je refusais d'admettre. Je l'ai finalement arraché, avec un geste rapide, un peu honteux. Le lendemain, j'en ai vu 2 autres. J'ai arrêté de les compter. Les journées suivaient le même déroulé, mais mon corps, lui, ne suivait plus au même rythme. Les escaliers me semblaient plus raides, les seaux d'eau plus lourds, les sacs de course plus encombrants. Je mettais ça sur le compte de la fatigue. Puis des années. C'était rassurant de me dire que tout cela était simplement normal, que tout le monde vieillissait, que ce qui changeait, ce n'était pas ma vie, mais mon âge. Je me surprenais parfois à chercher une date précise dans ma mémoire. Quand avais-je mis pour la première fois ce pull que je portais encore? Quelle année exactement avait-on refait la peinture du salon? Depuis combien de temps le plus jeune des enfants avait-il quitté la maison pour s'installer à Paris? Je n'arrivais plus à situer les événements les uns par rapport aux autres. Ils flottaient dans ma tête comme des images indépendantes, sans lien temporel clair. Je disais que j'avais à peu près tel âge, que c'était il y a longtemps. Je me cachais derrière ces flous. Je faisais de plus en plus de listes. Des listes de courses, des listes de choses que faire dans la journée, des listes de linge à repasser. Je notais tout sur un petit carnet posé près du téléphone, dans la cuisine. Je me disais que c'était pratique, que cela me faisait gagner du temps. En réalité, j'avais peur d'oublier. J'avais peur que les tâches se mélangent, qu'un oubli devienne une faute, qu'une faute devienne une preuve de ma défaillance. J'avais commencé à perdre certains mots, pas les mots importants, pas les mots de tous les jours, mais ceux qui se cachent au fond des phrases. Je savais ce que je voulais dire. Je voyais l'objet, l'idée, l'image, mais le mot ne venait pas. Je restais silencieuse une seconde de trop. Le temps de contourner le trou, d'employer une périphrase, de dire « ça » au lieu du terme exact. Cela me laissait une impression de creux, comme une marche manquante dans un escalier que j'avais monté toute ma vie. Je me disais que c'était normal, que tout le monde oubliait parfois. Petit à petit, les autres ont commencé à remarquer ces décalages. Une casserole oubliée sur le feu quelques minutes de trop.
Une machine à laver lancée sans lessive. Une date de rendez-vous notée au mauvais jour. Rien de dramatique. Rien qui aurait mérité qu'on s'inquiète vraiment. Mais chaque petite erreur devenait un signe. Je voyais, dans certains regards, quelque chose qui ressemblait à une indulgence un peu condescendante. On me laissait recommencer, on me disait que ce n'était pas grave. On me parlait comme à quelqu'un dont on attend moins. J'ai fini par adopter moi-même ce ton-là dans ma tête. Je me disais qu'il fallait que je me ménage, que ce n'était plus comme avant, que j'avais fait ma part. Et pourtant, je continuais. Je ne réduisais pas vraiment mes efforts. Je changeais seulement la manière dont je les percevais. Ce que je réussissais me semblait aller de soi. Ce que je ratais prenait une place disproportionnée. Je commençais à douter de ma propre mémoire. Un soir, en rangeant le buffet du salon, je suis tombée sur une enveloppe portant mon nom, posée sur le côté, comme oubliée. L'écriture m'était familière, mais je n'arrivais pas à me souvenir quand j'avais vu cette enveloppe pour la première fois. Était-ce récent? Était-elle là depuis des années? J'ai essayé de me rappeler le moment précis où elle avait tantôt déposé là, mais rien ne venait. Juste une sensation vague l'avoir déjà vue, sans pouvoir la situer. Je l'ai reposée sans l'ouvrir. J'ai pensé que je la regarderais plus tard. Puis j'ai oublié. Ce n'était pas un oubli brutal, spectaculaire. Ce n'était pas un trou noir. C'était une érosion lente. Les jours se succédaient, sans laisser de traces nettes. Je savais que le temps passait parce que mes mains avaient changé, parce que les enfants de la maison étaient devenus des adultes, parce que le quartier s'était modernisé, parce que les visages des voisins avaient vieilli. Mais à l'intérieur, je restais figée dans une perception immobile de moi-même. Je me voyais encore comme la jeune fille de 19 ans recueillie à la gare, alors que le miroir me montrait une femme que je ne reconnaissais pas tout à fait. Parfois, je me surprenais à compter. Pas les jours, pas les mois, mais les décennies. Combien de temps avais-je passé ici? 20 ans? 30 ans? Je n'étais jamais sûre. Je recalculais à partir de l'âge que j'avais eu en arrivant, à partir de la date de la mort de mes parents, à partir de l'année où l'un des enfants avait passé son bac. Les chiffres se mélangeaient, je perdais le fil. J'abandonnais. Je me contentais de dire que j'étais là depuis toujours. Cette expression, depuis toujours, avait fini par me rassurer. Elle gommait les imprécisions. Elle m'évitait d'avoir à regarder de trop près les années englouties. Dans cette confusion douce, je trouvais un refuge. Si je ne pouvais plus dater, je n'avais pas vraiment à mesurer ce que j'avais perdu. Je pouvais me contenter de la continuité. Je faisais ce que j'avais toujours fait, dans la maison où j'avais toujours été, avec les gens qui avaient toujours été là. Le reste n'avait pas d'importance. C'est ce que je me répétais, chaque fois qu'un vertige menaçait. Un après-midi pourtant, quelque chose a fissuré cette torpeur. Je passais devant le bureau dont la porte était restée entrebâillée. C'était une pièce dans laquelle je n'entrais presque jamais. Non pas parce qu'elle m'était interdite ouvertement, mais parce que je n'y avais, en principe, rien à faire. Des piles de dossiers, un ordinateur, des classeurs alignés. L'espace de l'homme de la maison, celui où se réglaient les choses sérieuses, auxquelles je n'avais jamais participé. Je m'apprêtais à pousser la porte pour poser un dossier que l'on m'avait demandé de ranger, lorsque j'ai entendu des voix. Pas des voix fortes, un murmure. 2 personnes parlaient à l'intérieur. Je n'ai pas bougé un. Je suis restée là dans le couloir, un torchon à la main, immobile, comme si le parquet s'était soudain figé sous mes pieds. Je n'entendais pas toutes les phrases, juste des bribes. Un mot est arrivé jusqu'à moi, détaché, clair, presque étranger. Propriété. Un autre a suivi. Acte. Puis un prénom.
Le mien. J'ai d'abord cru avoir mal entendu. Je me suis dit que mon nom ressemblait peut-être à celui de quelqu'un d'autre, que je devais confondre, que ma mémoire me jouait des tours. Je me suis dit que c'était encore une preuve de ce que je craignais. Je vieillissais, je mélangeais, je me faisais des idées. Il aurait suffi de reculer de quelques pas, de retourner à ma cuisine, à mes tâches, de laisser cette conversation derrière moi comme un bruit de fond. Je suis restée sur place. Les voix continuaient, régulières, calmes. Je n'en percevais que des morceaux. Des termes administratifs, des chiffres, des dates. Encore ce mot, acte, répété plusieurs fois. Et à chaque fois mon prénom, prononcé avec cette neutralité que prennent les noms lorsqu'ils se retrouvent sur des papiers officiels. Je me suis sentie soudain très vieille, pas à cause de mes mains ridées ni de mes cheveux blanchissants. Vieille parce que je découvrais que, pendant tout ce temps, il existait une version de moi inscrite quelque part, dans des documents auxquels je n'avais jamais eu accès. Je me suis dit que ce devait être une erreur, que j'avais mal compris, que je devais me tromper. Je me suis raccrochée à cette idée comme on se raccroche à une rambarde, dans un escalier trop raide. Je me suis dit que tout cela n'était que le signe de mon âge, que cette inquiétude soudaine, ce doute, ce sentiment de décalage, tout cela venait de moi, pas du reste. Que le problème, c'était ma mémoire qui flanchait, pas les mots que j'entendais. C'était plus simple de le croire, plus rassurant. Je me suis éloignée du bureau, le torchon toujours dans la main, le cœur un peu plus lourd. En redescendant les escaliers, je me répétais en silence que ce n'était que ça. La vieillesse, rien de plus. Après ce que j'avais entendu devant la porte du bureau, quelque chose avait changé, sans que je puisse encore le formuler. Les jours continuaient comme avant, les mêmes gestes, les mêmes pièces à nettoyer, les mêmes repas à préparer. Mais une fine fissure traversait désormais cette apparente continuité. Tout ce que j'avais pris pour acquis commençait à vibrer légèrement, comme si la maison avait été construite sur un sol qui se mettait à bouger. Je me suis surprise à écouter davantage. Avant, les bruits de la maison se mélangeaient en un fond sonore rassurant. Les pas dans l'escalier, les portes qui s'ouvrent, la chasse d'eau, la radio dans la cuisine, les éclats de voix lointains. À présent, chacun de ces sons me semblait porteur d'un sens caché. Quand le téléphone sonnait dans le bureau, je m'arrêtais un instant, l'éponge à la main, comme si je pouvais deviner de l'autre côté du mur la nature de la conversation. Quand le facteur déposait des lettres dans la boîte, je jetais un regard plus attentif au tas d'enveloppes, posées ensuite sur le buffet de l'entrée. Je ne cherchais pas vraiment à espionner. J'essayais surtout de comprendre où j'existais, moi, dans tout cela. Les lettres s'accumulaient dans un plateau en bois. La plupart portaient le nom de la famille, parfois celui d'une banque, d'une assurance, d'un fournisseur d'énergie. De temps en temps, mon regard accrochait un coin d'enveloppe où je croyais reconnaître les premières lettres de mon prénom. Je ne savais jamais si c'était réel ou si je projetais ce que je craignais de voir. Je n'osais pas vérifier. Je me contentais de noter cette sensation étrange, celle d'être peut-être mentionnée dans une maison où je ne possédais officiellement rien. Un matin, une enveloppe plus épaisse que les autres est arrivée, avec un logo d'études notariales imprimé dans un coin. Je l'ai posée avec les autres, mais mon regard est resté accroché au papier blanc, plus rigide, plus lourd. Je n'ai pas osé vérifier le destinataire. Plus tard, en rangeant le salon, j'ai aperçu cette même enveloppe ouverte sur le bureau, avec des feuilles étalées autour. J'ai vu mon prénom au milieu d'une phrase, comme une tache sombre sur une page trop claire. Je n'ai pas lu le reste.
J'ai détourné les yeux, comme si je venais de surprendre une scène qui ne m'était pas destinée. À partir de ce jour-là, mon nom a commencé à sonner étrangement dans ma propre tête. Je l'avais toujours prononcé avec une certaine timidité, comme on prononce quelque chose de fragile. Désormais, chaque fois que je me le répétais en silence, je l'entendais comme un mot officiel, froid, détaché de moi. Non plus un simple prénom, mais un élément de phrase sur un document quelque part. Je me suis mise à prêter attention aux visites. Il y avait des gens que je connaissais bien, la voisine d'en face, le jardinier, le chauffagiste, les amis de longue date. Je savais où les faire asseoir, quoi leur proposer à boire, quelles habitudes ils avaient. Et puis il y en avait d'autres, plus rares, qui ne venaient pas pour partager un repas ou prendre un café, mais pour parler de choses sérieuses. Ils portèrent des mallettes, des chemises cartonnées, des porte-documents en cuir. Ils restaient peu de temps, parlaient bas dans le bureau, puis repartaient avec une poignée de main ferme. Ces visites avaient lieu à heure fixe, en pleine journée, lorsque la plupart des gens travaillent. Je me demandais parfois comment il était possible d'avoir autant de choses à régler dans une vie que je croyais pourtant bien rangée. Un jour, en nettoyant le couloir, j'ai entendu la sonnette, puis la porte d'entrée s'ouvrir. Des pas, des murmures. La porte du bureau se refermait. J'ai continué à passer la serpillière, mais en m'approchant, j'ai remarqué une enveloppe tombée près du meuble de l'entrée, comme si elle avait glissé d'un dossier. Je me suis penchée pour la ramasser. Mon regard est tombé sur la fenêtre transparente, dans laquelle apparaissait un nom. Mon nom. Je suis restée accroupie un moment, l'enveloppe à la main. Le papier était adressé à cette maison, à cette adresse. Mais le destinataire, c'était moi. Mon prénom et mon nom de famille, écrits correctement, entourés d'une série de chiffres et de mentions administratives. Je n'ai pas immédiatement compris ce que cela voulait dire. Je n'ai pas pensé à partir avec cette enveloppe, à l'ouvrir en cachette. J'ai simplement ressenti un décalage profond. J'existais, quelque part, en dehors de la cuisine, du linge et du jardin. Je me suis relevée et j'ai posé l'enveloppe sur la console, à côté des autres, exactement là où elle aurait dû être si elle n'était pas tombée. Puis je suis retournée à ma serpillière, comme si de rien n'était. Mais toute la journée, l'image de ce rectangle blanc avec mon nom imprimé dessus est restée collée à l'intérieur de mon crâne. Le soir, quand la maison s'est vidée de ses bruits, j'ai repensé à tout ce que j'avais signé au fil des années. Je me souvenais des premières feuilles, au début, quand j'étais jeune, reconnaissante, intimidée. Je me souvenais aussi vaguement d'autres papiers, bien plus tard, que l'on m'avait présentés comme de simples renouvellements, des mises à jour, des formalités pour que tout soit plus simple. Je n'avais jamais osé dire que je ne comprenais pas. Je préférais croire que tout le monde faisait cela, que c'était le fonctionnement normal de la vie moderne. On m'avait tendu un stylo. J'avais apposé mon nom là où on me le montrait. Mon nom, que je regardais sans le reconnaître comme une part de moi. Avec le temps, signer était devenu un réflexe, une habitude, comme préparer le café ou lancer une machine. Quand on m'appelait pour un papier, je venais, j'écrivais mon nom, la date, et je retournais à mes tâches. Je ne pensais pas à ce que cela impliquait. Je n'imaginais pas qu'un jour, ces signatures pourraient constituer une histoire parallèle à celle que je croyais vivre. Cette histoire-là ne se déroulait pas dans les pièces que je nettoyais, mais sur des feuilles que je ne lisais pas. Un après-midi, on m'a apporté une nouvelle liasse de papier. Encore une fois, je n'ai pas lu. J'ai pris le stylo, j'ai écrit mon nom à plusieurs reprises, en bas de page remplie de phrases serrées, de termes techniques,
de références à des articles de loi que je n'aurais pas su déchiffrer même avec le temps devant moi. Mon écriture, un peu tremblante, se répétait, identique, comme une signature automatique. Quand tout fut terminé, on a rassemblé les documents dans une chemise. En les prenant, une feuille s'est détachée et a glissé sur la table. On l'a poussée vers moi avec un geste distrait, comme si elle n'avait pas d'importance. Je l'ai prise, un peu machinalement, et je l'ai gardée dans ma main, sans réfléchir. On m'a dit que c'était pour moi, que je pouvais la ranger avec mes affaires. Je suis remontée vers ma chambre, avec ce papier plié en deux, serré entre mes doigts. Je l'ai posé sur ma table de nuit, à côté de mon livre et de ma photo. Je ne l'ai pas ouvert tout de suite. Il y avait en moi une peur irrationnelle, comme si le simple fait de déplier cette feuille allait faire basculer quelque chose que je n'étais pas prête à voir. Pendant plusieurs jours, je me suis contentée de la regarder, de temps en temps, comme un objet étranger oublié dans ma chambre. Mon nom apparaissait sur le dessus, à travers le pli. Le son de ce nom dans ma tête avait changé. Il avait pris une épaisseur nouvelle, une sorte de gravité. Ce n'était plus seulement la manière dont on m'appelait dans la cuisine ou dans le jardin. C'était un mot qui avait une existence propre, une place dans un système que je ne maîtrisais pas, un mot que d'autres écrivaient, prononçaient, utilisaient dans des phrases qui ne m'étaient jamais répétées. Je me sentais à la fois plus réelle et plus dépossédée. Finalement, un soir où la maison était particulièrement silencieuse, je me suis assise sur le bord de mon lit et j'ai déplié la feuille. Les premières lignes ne m'ont rien dit. Des formules administratives, des références à des numéros de lots, de parcelles, d'articles de code que je n'avais jamais lus. Mon regard glissait sur les mots sans les accrocher. Puis je suis tombée sur une phrase où mon nom apparaissait entouré d'autres termes que je ne connaissais pas, mais dont l'association me donnait une étrange impression de vertige. Je ne comprenais pas tout, mais je voyais des mots comme propriétaire, bien immobilier, acte, titre, tous reliés à mon prénom et à mon nom de famille. J'ai refermé la feuille brusquement, comme si elle venait de me brûler les doigts. Je me suis dit que ce devait être une erreur, que je lisais mal, que je mélangeais les lignes, que mon âge me jouait des tours, encore une fois, que ce n'était qu'un document technique, sans conséquences réelles dans ma vie. Une formalité, comme on me l'avait toujours présenté. Je me suis raccrochée à cette idée. Ce n'était que des papiers. Rien de plus. Mais désormais, chaque fois que mon nom apparaissait sur une enveloppe, sur une feuille, dans une conversation étouffée derrière une porte, il sonnait faux dans ma tête, comme s'il appartenait à quelqu'un d'autre, comme si une autre vie, écrite en lettres administratives, existait quelque part, en parallèle de la mienne, sans que je l'aie jamais habitée. Après la feuille pliée sur ma table de nuit, la maison n'a plus jamais retrouvé tout à fait son ancien visage. Rien n'avait changé en apparence, et pourtant tout semblait légèrement déplacé. Les mêmes meubles, les mêmes tapis, les mêmes fenêtres donnant sur le jardin. Mais l'air paraissait plus lourd, comme si chaque mur avait appris quelque chose sur moi que je ne savais pas encore sur moi-même. Je n'ai parlé à personne du document. Je l'ai rangé dans le tiroir de ma table de nuit, sous mes sous-vêtements, comme un secret dont je ne comprenais pas encore la nature. Par moments, je me persuadais que je me faisais des idées, que ces mots, propriétaire, bien immobilier, acte, n'avaient pas le sens que je croyais leur prêter, qu'il devait exister des termes juridiques qui ne correspondaient pas exactement au langage courant, que je confondais. Cette pensée me rassurait. Elle maintenait la maison à distance de la catastrophe.
Mais je n'étais plus tout à fait la même à l'intérieur. J'ai commencé à poser des questions de manière indirecte, discrète. Pas sur moi, pas sur le document, mais sur la maison elle-même. Depuis quand il l'avait? Combien de temps cela avait pris pour la payer? S'il y avait encore un emprunt? Ce genre de curiosité que je n'avais jamais osé avoir. Les réponses restaient vagues, glissantes, recouvertes d'un sourire ou d'un changement de sujet. Je me sentais aussitôt coupable d'avoir voulu savoir, comme si ma simple curiosité était déjà une forme de trahison. Peu à peu, l'atmosphère s'est modifiée, presque imperceptiblement. On a commencé à me dire plus souvent de me reposer, à me suggérer de ne pas trop sortir, parce que, dehors, tout va trop vite, parce que les gens ne sont pas toujours bien intentionnés. On me recommandait de ne pas trop m'embarrasser de papier, de ne pas m'inquiéter des lettres, des formulaires. On me répétait que tout ce qui était important était déjà géré, que je n'avais pas besoin de me charger de ces choses-là. Au début, j'ai pris cela pour une forme de sollicitude. Je me suis dit qu'avec l'âge, on voulait me protéger des complications, qu'on voulait me garder à l'abri des démarches administratives, de la complexité des règles, des institutions, des banques, des notaires. Je voyais là une extension de ce qui avait toujours été la dynamique de notre vie commune. Eux s'occupaient des choses sérieuses. Moi, je m'occupais de la maison. Chacun son domaine, chacun sa spécialité. Mais ce partage commençait à ressembler à une frontière. Mes sorties se sont progressivement réduites. Il y avait, bien sûr, toujours les courses, la boulangerie, le supermarché, le marché du samedi. Mais les visites spontanées, les promenades, les détours par le centre-ville se faisaient plus rares. Je me surprenais à rentrer plus vite, comme si un fil invisible me rappelait constamment que ma place était à l'intérieur. Je me disais que c'était moi qui choisissais, que je préférais le calme de la maison à l'agitation de l'extérieur. On m'a convaincu que le monde dehors était devenu dangereux. Les informations à la télévision se chargeaient d'illustrer ce récit. Agressions, arnaques, personnes âgées manipulées pour signer des papiers, escroqueries en tout genre. Je regardais ces reportages avec un mélange de peur et de soulagement. Peur de devenir un jour l'une de ces victimes anonymes. Soulagement d'être à l'abri, dans une maison où, pensais-je, personne ne me ferait jamais de mal. J'ai fini par intégrer cette idée. Dehors, on profite des gens comme moi. Des gens sans grandes ressources, sans famille proche, sans diplôme, sans maîtrise des subtilités administratives. Des gens qui, comme moi, avaient appris à faire confiance plutôt qu'à comprendre. Cette conscience me refermait un peu plus sur moi-même. Je me disais que poser des questions, même à l'intérieur de la maison, c'était déjà prendre le risque de se perdre dans des choses trop complexes, trop dangereuses. Dans le même temps, des gestes que je n'avais jamais remarqués auparavant ont commencé à prendre une importance nouvelle. Les clés de la maison, par exemple. Elles restaient toujours sur le meuble de l'entrée. Mais je me suis rendu compte que, de plus en plus souvent, elles n'y étaient plus quand je sortais pour les courses. Quelqu'un les emportait, par précaution, me laissant la porte simplement tirée. Je pouvais toujours sortir, oui, mais l'acte de verrouiller ou déverrouiller ne passait jamais par moi. Il y avait toujours quelqu'un d'autre pour s'en occuper. Je me répétais que c'était normal, qu'on voulait éviter que je perde les clés, que je me retrouve coincée dehors, que je sois en difficulté. Cela me renvoyait l'image d'une femme fragile, un peu distraite, pas tout à fait fiable pour ce genre de responsabilité. J'ai fini par y croire. On me proposait plus souvent de faire les courses à ma place. On me suggérait de rester à la maison quand il pleuvait,
quand il faisait trop chaud, trop froid, quand il y avait trop de monde dehors. Je disais que ça me faisait du bien de sortir, de marcher. On répondait que je fatiguais plus vite, que je n'avais plus besoin de me charger autant, que je devrais profiter du confort que j'avais. Je me suis mise à douter de ma propre résistance. Je me regardais dans le miroir avant de sortir, et je cherchais les signes de cette fragilité qu'on me prêtait. Les cernes sous mes yeux, les rides autour de la bouche, la légère courbure de mon dos. Je me disais que oui, effectivement, je n'étais plus celle que j'avais été, que peut-être ils avaient ces raisons, que peut-être il valait mieux que je sorte moins, que je ne force pas, que je ne prenne pas de risques. Les rares fois où je restais plus longtemps que prévu dehors, en m'attardant devant une vitrine ou en prenant un détour par le parc, je rentrais avec une étrange impression de faute. Mon absence, même courte, me semblait exagérée. Je me demandais si on m'avait cherché, si on s'était inquiété. Parfois, on me disait d'un ton faussement léger que je m'étais bien promenée. Je riais pour masquer la gêne que cela me procurait. Je commençais à intérioriser l'idée que mon absence posait problème. Les visites de l'extérieur, elles aussi, se faisaient plus rares pour moi. Les conversations avec les voisins se limitaient à des échanges rapides devant le portail. Les amis d'autrefois avaient disparu depuis longtemps, emportés par les déménagements, les changements de vie, les années qui passent. Je n'avais jamais vraiment entretenu de lien en dehors de la maison. J'en prenais soudain conscience, avec une netteté douloureuse. J'étais entourée, mais profondément isolée. Un jour, alors que je sortais les poubelles, la voisine d'en face m'a interpellée par mon prénom et m'a demandé si tout allait bien avec toutes ces histoires de papier. J'ai cru ne pas avoir entendu correctement. Je lui ai demandé de quoi elle parlait. Elle a croisé mon regard et soudain a semblé regretter sa question. Elle a éludé, a parlé de formalités, de choses compliquées. Elle a ajouté que de toute façon, il s'en occupait très bien. Cette phrase m'a suivi longtemps. Quel papier, quelle histoire. Combien de personnes au dehors savaient des choses sur moi que j'ignorais encore? Je suis rentrée avec un poids supplémentaire dans la poitrine. J'ai voulu demander ce qu'elle avait voulu dire, mais l'occasion s'était déjà dissipée, emportée par la vitesse du quotidien. Et puis, je me suis reprise. Je me suis dit que ce n'était pas à moi de m'inquiéter de ces questions-là, que eux savaient, que eux géraient. C'est là que je me suis surprise à utiliser ce pronom comme une barrière. Eux d'un côté, moi de l'autre. Un après-midi, la voisine d'à côté est passée pour déposer un plat. Elle est restée quelques minutes dans la cuisine, à parler de choses banales. Au moment de partir, elle a jeté un coup d'œil vers la fenêtre donnant sur le jardin, puis vers moi, et a laissé échapper une phrase qui m'a coupé le souffle. En parlant de la maison, elle a utilisé un mot que personne n'avait jamais employé devant moi. Elle m'a appelée la propriétaire. Le mot a flotté dans l'air, un peu trop fort, un peu trop clair. Je l'ai presque vu se matérialiser entre nous, suspendu au-dessus de la table. Mon premier réflexe a été de me dire qu'elle s'était trompée, qu'elle avait confondu, qu'elle plaisantait peut-être. Propriétaire, moi, dans la même phrase. Cela n'avait aucun sens. J'ai senti mes joues se réchauffer, comme si on m'avait attribué un rôle que je n'avais pas le droit de jouer. Elle a corrigé aussitôt avec un rire un peu nerveux, en parlant plutôt de « la maison chez vous », comme si le lapsus n'avait jamais existé. Mais il était trop tard. Le mot s'était gravé en moi. Le soir, dans ma chambre, je me suis assise sur le bord du lit, face au tiroir qui contenait la feuille pliée.
Propriétaire. Ce mot, je l'avais lu sur le document. Je l'avais entendu dans le couloir, devant la porte du bureau. Je l'avais maintenant entendu dans la bouche de quelqu'un de l'extérieur. Il n'était plus un simple terme administratif, perdu dans un vocabulaire que je ne maîtrisais pas. Il devenait une désignation possible de ce que j'étais, aux yeux des autres. Moi qui n'avais jamais possédé qu'un sac de sport et quelques vêtements. J'ai voulu me dire que tout cela venait d'un malentendu, que la voisine n'y connaissait rien, qu'elle avait parlé trop vite, qu'en réalité il ne s'agissait que d'arrangement, de montage, de ces choses compliquées que font parfois les gens pour payer moins d'impôts ou pour protéger leur patrimoine. Des choses qui me dépassaient et dans lesquelles mon nom ne serait qu'une formalité. Je me suis agrippée à cette version des faits. Ils avaient peur pour moi. Peur que je me fasse manipuler par des inconnus. Peur que je signe n'importe quoi dehors. Peur que je me trompe dans des démarches que je ne comprends pas. Peur que mon âge, ma naïveté, mon manque d'instruction fassent de moi une proie facile. Je préférais croire que l'isolement était une forme de protection. Que le contrôle de mes sorties, de mes papiers, de mes contacts était une main tendue, pas une laisse. C'était plus facile ainsi, plus supportable. Je ne voyais pas encore que cette peur-là, celle qu'on plaçait devant moi comme un écran, servait surtout à masquer une autre peur, bien plus simple. Celle qu'un jour, je découvre exactement ce que mon nom voulait dire, écrit en toutes lettres sur ces actes que je ne lisais jamais. Pendant plusieurs jours après le lapsus de la voisine, j'ai vécu avec la sensation étrange d'avoir traversé une porte invisible, sans savoir de quel côté je me trouvais désormais. Les gestes de la maison étaient les mêmes, mais chaque objet semblait chargé d'un sens que je ne savais plus lire. La poignée de la porte d'entrée, le plateau de courrier, la clé du bureau, la table du salon. Tout ce que j'avais touché des milliers de fois devenait soudain suspect. La nuit, je dormais mal. Je me réveillais tôt, le cœur battant trop vite, avec des phrases incomplètes dans la tête. Propriété, acte, propriétaire. Mon prénom accolé à ces mots comme une pièce de puzzle mal montée. Je me disais que je devrais parler à quelqu'un, demander une explication claire, mettre fin à cette confusion. Mais à chaque fois que j'imaginais la conversation, une sensation de honte montait en moi, comme si c'était inconvenant de questionner des choses qui m'avaient longtemps été présentées comme des détails. Je continuais à me dire que je me faisais des idées, que ce n'était que l'âge, l'angoisse, la fatigue. Un après-midi, la maison était exceptionnellement silencieuse. Chacun était parti vaquer à ses occupations. Il n'y avait pas de télé allumée, pas de radio, pas de bruit de pas. Seul le réfrigérateur faisait entendre un léger ronronnement dans la cuisine. J'avais terminé mes tâches plus tôt que d'habitude. Je tournais un peu en rond, incapable de me décider à m'asseoir, comme si s'accorder un moment de repos sans y être invité était une transgression. Je suis montée dans ma chambre. Le tiroir de la table de nuit m'attendait, avec la même inertie discrète que tous les jours. Je l'ai ouvert d'un geste qui se voulait neutre. Sous le linge soigneusement plié, le feuillet reposait, toujours plié en deux, un peu froissé au bord. Je l'ai pris. J'ai refermé le tiroir. Je me suis assise sur le lit, le document dans les mains. Je sentais mon propre pouls battre dans mes doigts. Je l'ai déplié. Cette fois, j'ai décidé de lire chaque ligne, même si les mots se dérobaient. J'ai commencé par le haut, par les formules d'usage, les dénominations que je ne connaissais pas, les références à une étude notariale, à un numéro de dossier. Je ne comprenais pas tout, mais je m'accrochais. Je cherchais les rares mots qui faisaient partie de mon vocabulaire. Là, près du milieu de la page, mon regard a trouvé ce que je redoutais et désirais à la fois voir.
Mon nom, complet, écrit en lettres capitales, précédé de la formule « Madame », suivi de ma date de naissance, de mon lieu de naissance. C'était bien moi. Pas une homonyme, pas une confusion. Moi, entière, transposée sur ce papier. J'ai continué à lire, lentement. La phrase disait que j'étais pleine propriétaire d'un bien immobilier, situé à l'adresse que je connaissais par cœur, celle que j'inscrivais mécaniquement sur les colis, sur les commandes, sur les formulaires. La maison. Cette maison. Celle que je nettoyais depuis des décennies. Celle où je n'avais jamais eu de clé à mon nom, jamais payé une seule facture, jamais pris une seule décision. Le texte indiquait que la propriété était établie depuis plusieurs années, avec des dates qui remontaient à bien plus loin que je ne l'aurais imaginé. Pas depuis quelques mois, pas à la faveur d'un récent changement. Non, cela faisait longtemps que mon nom était associé à ces murs, à ce toit, à ce jardin. J'ai relu la phrase plusieurs fois, jusqu'à ce que les mots perdent leur forme. Mon premier réflexe a été de me dire que c'était impossible, que je devais mal interpréter un langage juridique, trop complexe pour moi, que « propriétaire » pouvait avoir un sens différent dans ce contexte. Peut-être étais-je juste mentionnée comme hébergée, garante, qui sait. Je cherchais désespérément une autre explication qui ne bouleverserait pas tout ce que je croyais savoir sur ma vie. Mais la phrase revenait, implacable, chaque fois que je reprenais ma respiration. Pleine propriétaire. Ces deux mots posés à côté de mon nom faisaient trembler toute l'architecture de ma mémoire. Je revoyais ma petite chambre, au bout du couloir, sans verrou, sans espace vraiment à moi. Je revoyais les années passées, à demander la permission de partir quelques jours, à justifier mes absences, à m'excuser d'être malade. Je revoyais ma manière de me tenir un peu en retrait dans le salon, comme une invitée permanente, jamais tout à fait chez elle. Et ce document, lui, affirmait que j'étais celle à qui tout cela appartenait. Je n'arrivais pas à faire coïncider ces deux réalités. D'un côté, la femme qui effaçait les traces de tout le monde, jour après jour, dans une maison qui n'était pas la sienne. De l'autre, le nom sur le papier, placé exactement là où, dans tous les formulaires que je n'avais jamais remplis, se trouvait habituellement celui qui décide, qui signe, qui autorise, qui reprend. Une douleur sourde a commencé à se développer dans ma poitrine. Je me suis rappelé toutes les fois où on m'avait tendu un stylo, toutes les fois où j'avais signé sans lire, par confiance, par peur, par habitude. Les attestations d'hébergement, les déclarations diverses, les petits papiers qui, année après année, n'étaient pour moi que des formalités. J'avais toujours cru qu'on me simplifiait la vie, qu'on me protégeait des complications. Je n'avais jamais imaginé que ces signatures tissaient, dans mon dos, une toile dont j'étais à la fois le centre et la cible. Je me suis rappelé aussi toutes les fois où on m'avait fait sentir que je n'avais aucun droit. Les remarques sur la chance que j'avais d'être ici, le rappel implicite de ma situation de avant, de cette gare froide, de l'absence de famille, de la pauvreté. Les petites phrases insinuant que sans eux, je ne serais rien. Elles revenaient maintenant en écho, comme si chaque mot prononcé au fil des années avait servi à construire la croyance qui m'avait empêché de poser la moindre question. Je n'ai pas pleuré, pas tout de suite. Je suis restée longtemps assise sur le lit, le document sur les genoux, les yeux fixés sur mon nom imprimé. J'avais l'impression de découvrir une inconnue, qui portait ma face, mais qui avait vécu une autre existence que la mienne. Une existence faite d'actes de propriété, de responsabilités légales, de charges, de taxes. Tout un univers de droits et d'obligations dont je n'avais jamais été informée.
C'était comme si on m'avait donné une vie sur le papier et qu'on m'en avait laissé vivre une autre, plus étroite, plus docile. En relisant encore, j'ai vu mentionner des termes que je ne pouvais pas ignorer. Impôts fonciers, charges, déclarations. Tout cela, selon le document, reposait sur moi, sur mon nom, sur ma situation. Là où je croyais n'être qu'une présence invisible. J'étais, administrativement, le bouclier légal, celle qu'on place en première ligne en cas de problème, celle que l'administration viendrait chercher si quelque chose tournait mal. Je n'étais pas un membre de la famille, je n'étais pas une simple employée non déclarée. J'étais, sur le plan juridique, celle qui portait le poids de ce qu'ils voulaient me garder hors de leur portée. Je me suis rendu compte que je n'avais jamais vu une seule facture à mon nom, que je n'avais jamais été appelée pour parler de travaux, de syndic, d'assurance habitation, qu'on ne m'avait jamais demandé mon avis pour des décisions concernant la maison. On m'avait seulement demandé ma signature. Mon nom, lui, travaillait ailleurs, en silence. Une image s'est imposée à moi, celle d'un parapluie ouvert au-dessus d'une famille qui avance tranquillement sous la pluie. J'étais le parapluie, celui qui reçoit les gouttes, qui s'use, qui se tend, pendant que ceux qui marchent dessous restent au sec. Eux avaient la chaleur, les décisions, la liberté. Moi, j'avais les papiers et l'ignorance. J'ai reposé le document sur la table de nuit, cette fois sans le plier tout à fait. Je ne pouvais plus faire semblant de ne pas savoir, même si je ne maîtrisais pas tous les détails, même si beaucoup de termes m'échappaient encore. Je comprenais l'essentiel. Mon nom n'avait pas été utilisé pour me protéger, mais pour protéger les autres. On m'avait gardé près d'eux non pas par pure bonté, mais parce que ma présence, ma vulnérabilité, mon absence de réseau, tout cela faisait de moi la personne idéale pour servir de façade. Je n'étais pas une invitée dans cette maison. J'étais l'écran. Cette pensée m'a donné la nausée. Je me suis levée, j'ai ouvert la fenêtre. L'air frais m'a piqué le visage. Dehors, le jardin semblait paisible, exactement comme tous les autres jours. Le gravier, les buissons taillés, les chaises de jardin rangées sous l'auvent. Rien ne trahissait la violence silencieuse de ce que je venais de comprendre. Je n'ai parlé à personne ce soir-là. Je suis descendue préparer le dîner comme d'habitude. J'ai mis la table, servi les plats, débarrassé, rangé. Je répondais aux phrases qu'on me lançait avec des mots mécaniques. Personne ne semblait remarquer que quelque chose avait changé. C'était peut-être ça, le plus douloureux. La découverte de cette vérité n'avait modifié que moi. Eux, ils vivaient dans un système qu'ils avaient eux-mêmes construit. Pour eux, rien n'avait bougé. Allongé dans mon lit, plus tard, les yeux ouverts dans l'obscurité, j'ai compris que si je restais, désormais, ce ne serait plus seulement par habitude ou par peur de partir. Ce serait avec la conscience claire de mon rôle réel. Je ne pouvais plus me raconter que je vivais ici parce que je le devais. J'avais découvert autre chose. Je vivais ici parce que c'était utile. Pas pour moi, pour eux. Les jours qui ont suivi la découverte du document ont eu la couleur d'un long matin gris. Rien n'était franchement dramatique en apparence, mais plus rien n'était tout à fait net. Je me levais, je faisais le café, je préparais les repas, je rangeais les pièces comme je l'avais toujours fait. Pourtant, chaque geste, chaque objet, chaque pièce traversée me renvoyait à la même pensée obstinée. Tout ce que je touchais, tout ce que j'entretenais, tout ce que je rendais habitable portait, ailleurs, mon nom. Je circulais dans la maison comme on revisite une scène de crime qu'on a d'abord prise pour un décor banal. Dans la cuisine, je voyais maintenant les armoires
que j'avais rempli pendant des années, les appareils que j'avais nettoyés, les surfaces que j'avais polies jusqu'à les faire briller. Je repensais à toutes ces fois où je m'étais excusée pour une casserole abîmée, un verre cassé, une tache sur le plan de travail, comme si j'abîmais quelque chose qui ne m'appartenait pas. Le document disait l'inverse, silencieusement, froidement. Je comprenais soudain que je n'avais pas seulement pris soin d'une maison. J'avais pris soin d'un bien qui, sur le papier, était à moi, tout en restant psychologiquement exclu de toute idée de possession. Je me suis mise à repasser mentalement des scènes anciennes. Ces moments où je demandais de l'argent pour acheter des chaussures, un manteau, un rendez-vous chez le coiffeur. Ces hésitations avant de formuler la demande, cette petite honte qui montait en moi au moment de tendre la main. Je revoyais les réponses, le portefeuille qu'on ouvrait, le billet qu'on tendait, la remarque légère sur tout ce qu'il faisait pour moi. Je me voyais remercier, encore et encore. Je n'avais jamais imaginé qu'au même moment, quelque part dans un dossier, tout ce que je croyais recevoir était déjà compensé par quelque chose de beaucoup plus lourd, écrit à mon nom. Le refus de me laisser partir prenait maintenant une lumière différente. Toutes ces fois où l'on m'avait répété qu'il valait mieux que je reste ici, parce que, dehors, ce serait difficile, que trouver un logement coûterait trop cher, qu'obtenir des aides serait compliqué, qu'être seule à mon âge n'était pas raisonnable. Je les avais entendus comme des preuves d'attention, de prudence, de sollicitude. Je commençais à les percevoir comme les éléments d'un filet serré autour de moi. Si je n'avais nulle part où aller, je ne pourrais jamais me demander ce que j'avais réellement ici. Je repensais aussi à l'argent, non pas à celui qu'on me donnait, toujours présenté comme un geste généreux, mais à celui que je ne voyais jamais. Les factures, les impôts, les déclarations. Tout ce qui, selon le document, reposait sur moi. Je me rendais compte que j'avais vécu dans une illusion confortable, celle de ne pas avoir de responsabilité. On me répétait que je n'avais pas à m'inquiéter des papiers. La vérité, c'est qu'on m'empêchait de voir que j'en portais le poids sans le savoir. La prévenance que j'avais prise pour de la bonté ressemblait désormais à une stratégie de dissimulation. Je me suis demandé depuis quand tout était en place. Depuis quand j'étais, sans le savoir, la propriétaire officielle de cette maison. Depuis quand mon nom servait de bouclier. Le document donnait des dates. Je les ai relus. J'ai essayé de les replacer sur la ligne de ma vie. À cette époque-là, je me rappelais avoir passé un hiver particulièrement rude, à tomber souvent malade, à me demander si je ne devais pas enfin chercher un travail déclaré. C'était précisément à ce moment que, ailleurs, on avait consolidé ma fonction de paravent. Je croyais que ma fragilité était un fardeau pour eux. Elle était, au contraire, devenue leur meilleure protection. Plus je repassais mes souvenirs, plus certains détails, autrefois invisibles, prenaient une place centrale. Les moments où l'on avait insisté pour garder mes papiers d'identité en lieu sûr. Les réflexes de les confier à d'autres pour ne pas que tu les perdes. Les fois où, à la banque ou chez le médecin, on me proposait gentiment de laisser quelqu'un s'en occuper. Je m'étais laissé déposséder de chaque document un par un, convaincu que c'était plus simple ainsi. Je voyais désormais que ce qui avait été gardé à l'abri l'avait été surtout à l'abri de moi. Je me suis mise à revisiter, intérieurement, les scènes d'isolement progressif, les prétextes pour limiter mes sorties, les mises en garde contre le monde extérieur, les images de personnes âgées arnaquées, qu'on me montrait à la télévision comme un avertissement. À l'époque, j'avais interprété tout cela comme une tentative de me préserver. Maintenant, je percevais une logique plus froide. Si je restais bien à l'intérieur, loin des institutions, des conseillers,
des travailleurs sociaux. Je ne risquais pas de tomber sur quelqu'un qui m'expliquerait ce que contenait vraiment l'acte de propriété. Le monde extérieur n'était pas seulement décrit comme dangereux. Il était présenté comme inutile pour moi. Plus je comprenais, plus la maison, elle-même, perdait son statut de refuge. Chaque pièce me semblait désormais être une partie d'un dispositif. Le salon, où je souriais poliment aux invités, était aussi l'endroit où l'on se montrait comme une famille respectable, soudée, généreuse. Ma petite chambre au bout du couloir n'était plus le symbole de la chance que j'avais eue d'être recueillie, mais celui de l'espace limité qu'on m'avait accordé dans un lieu qui, légalement, portait mon nom. Je n'habitais pas la maison. Je l'occupais en tant que figurante. Je me suis surprise à penser à ce qui se passerait en cas de problème. Un litige, un accident, un contrôle. Sur le papier, qui viendrait-on chercher? Pas eux. Pas ceux qui connaissaient les rouages, qui avaient fait les choix, qui avaient organisé les transferts, signé les instructions auprès du notaire. On viendrait chercher la personne dont le nom figurait en première ligne. Celle qui n'avait jamais lu les documents, mais qui en portait la responsabilité. Je n'étais pas protégée par les papiers. J'étais exposée par eux. Pendant longtemps, je m'étais raconté que je restais, parce que je devais quelque chose à ces gens, parce qu'ils m'avaient accueillie à un moment où je n'avais rien, parce qu'ils m'avaient nourrie, logée, habillée. Tout cela était vrai. Mais ce n'était pas toute la vérité. Il manquait l'autre versant. Tout ce que je leur avais offert en échange, malgré moi. Ma jeunesse, ma force de travail, ma disponibilité constante et, plus insidieuse encore, mon identité administrative. On ne m'avait pas seulement prise sous leur toit, on m'avait prise comme couverture. En repensant à ma vie, je ne trouvais aucun moment où l'on m'avait parlé de choix. On m'avait présenté des décisions déjà prises, emballées dans des discours de protection. On m'avait fait signer pour que tout soit plus simple. On m'avait expliqué que c'était mieux ainsi, sans jamais détailler pour qui ce mieux était réellement profitable. On avait gardé sous la surface la notion de risque, de responsabilité, de conséquence. Tout ce qui ressemblait à un droit, je n'en avais jamais entendu parler. Tout ce qui ressemblait à une charge, on l'avait discrètement posé sur mon nom. Un soir, en regardant autour de moi, assise dans la salle à manger, j'ai pris conscience que je ne voyais plus les mêmes choses que les autres. Eux voyaient une table dressée, une maison en ordre, une vie qui se déroulait dans des murs stables. Moi, je voyais des années de travail invisible, des papiers cachés, des décisions unilatérales. Eux vivaient dans l'idée d'avoir fait une bonne action en m'accueillant. Moi, je découvrais qu'on avait construit autour de moi un système où tout le monde gagnait, sauf celle dont on utilisait la vulnérabilité comme fondation. Ce que j'avais longtemps pris pour de la famille n'était, en réalité, qu'un arrangement pratique extrêmement efficace. La phrase « Tu es comme chez toi ici » résonnait dans ma tête avec une ironie cruelle. J'avais pris ces mots comme une marque d'affection. Ils étaient, en fin de compte, la formule parfaite pour que je ne questionne jamais ce que « chez moi » signifiait réellement dans ce contexte. Ils m'avaient donné le sentiment d'appartenir, tout en s'assurant que je ne revendique jamais rien. Je comprenais désormais que je n'avais jamais vraiment eu de maison. J'avais été utilisée comme un nom à apposer sur une maison. Cette prise de conscience n'a pas provoqué de scène, ni de cris, ni de confrontation immédiate. Elle a provoqué quelque chose de plus silencieux, une réorganisation de mes souvenirs. Je me suis mise à revisiter toute ma vie ici avec un regard neuf. Chaque attention que j'avais reçue,
Je la passais au crible de cette nouvelle vérité. Chaque limite imposée, chaque empêchement, chaque conseil me semblait désormais aligné sur un même objectif. Me maintenir dans une position où je ne serais jamais assez pour poser des questions. Je compris enfin que ce lieu n'avait jamais été un foyer au sens où je l'avais imaginé. C'était une structure bien huilée, un mécanisme où chacun avait un rôle précis. Le mien n'était ni celui de la fille adoptive, ni celui de l'employé, ni celui de l'invité de longue durée. J'étais la façade humaine d'un bien que je n'avais jamais eu le droit d'habiter pleinement. Après la révélation du document, je n'ai pas bougé d'un pouce. Pas un geste brusque, pas une valise préparée à la hâte, pas une confrontation dans la cuisine ou le salon. La maison a continué son ronronnement quotidien, et moi avec elle. Je me suis levée le lendemain matin, j'ai fait le café, préparé le petit déjeuner, rangé la table après que chacun soit parti. Les gestes étaient les mêmes, mécaniques, ancrés dans des décennies d'habitude. Mais à l'intérieur, quelque chose avait définitivement changé. Je savais. Cette connaissance, lourde comme un meuble qu'on ne déplace plus jamais, s'est installée en moi, sans cérémonie. Elle ne m'a pas poussée à agir. Elle m'a juste permis de regarder les choses telles qu'elles étaient, sans le voile de gratitude et d'obligation qui m'avait si longtemps aveuglée. Je voyais maintenant les regards, les silences, les petites attentions qui n'en étaient pas. Je voyais le rôle que j'avais joué sans le choisir. Et je choisissais, délibérément, de rester. Pas par peur, pas par habitude, par une décision froide, mûrement réfléchie. Je me suis mise à observer la maison avec la distance d'une étrangère qui connaît parfaitement les lieux. Chaque pièce me racontait une histoire que je n'avais pas vue se déployer. Le bureau fermé, où les papiers étaient classés, et les décisions prises. La cuisine, où je passais mes journées, mais sans jamais ouvrir le tiroir des factures. Le salon, où l'on recevait avec des sourires polis, en omettant soigneusement de mentionner la femme qui faisait tourner tout cela. Ma chambre, minuscule, au bout du couloir, symbole parfait de l'espace qu'on m'avait accordé. Je continuais à nettoyer, à cuisiner, à ranger, mais avec une précision nouvelle. Je faisais en sorte que tout soit impeccable, irréprochable. Non pas pour mériter ma place, je savais désormais que ma place n'était pas négociable, mais parce que cela me donnait un contrôle sur quelque chose, sur les surfaces, sur l'ordre, sur la perfection apparente. C'était ma petite victoire silencieuse. Ils pouvaient utiliser mon nom, mais je décidais de la brillance des sols. Les conversations continuaient, superficielles, quotidiennes. On me demandait comment j'allais, si j'avais bien dormi, si j'avais besoin de quelque chose. Je répondais avec le même ton calme, les mêmes phrases courtes. Aucune question ne sortait de ma bouche. Aucune allusion aux documents, aux papiers, à ce que j'avais compris. Je ne voulais pas leur donner la satisfaction de savoir que j'avais percé leur système. Je ne voulais pas non plus leur offrir l'occasion de s'expliquer, de justifier, de minimiser. Je les laissais dans leur version des faits. Parfois, quand je me retrouvais seule dans ma chambre, je dépliais le document et le relisais. Chaque fois, il disait la même chose, avec la même neutralité administrative. Je n'étais plus choquée, je n'étais plus surprise. Je me contentais de noter les détails que je n'avais pas vus la première fois. Les dates précises, les numéros de parcelles, les références aux articles de loi. Je comprenais peu à peu que tout cela était légal. Pas forcément moral, mais légal. On ne m'avait pas forcé à signer. On m'avait juste convaincu que je n'avais pas le choix. Cette légalité froide était peut-être le plus douloureux. Je me suis mise à imaginer ce que j'aurais pu faire,
Aller chez le notaire, demander des explications, faire annuler les actes, exiger des comptes. Je voyais la scène en détail, le rendez-vous pris, la salle d'attente au fauteuil inconfortable, l'homme en costume derrière un bureau, les dossiers étalés. Je me voyais poser des questions précises, obtenir des réponses techniques, peut-être même récupérer une forme de contrôle. Mais à chaque fois, la vision s'effritait. Qu'aurais-je fait ensuite? Où serais-je allé? Avec quel argent? Quelle énergie? Je n'avais ni famille, ni amis, ni réseau. Juste un nom sur un acte de propriété qui m'exposait plus qu'il ne me protégeait. Je choisissais donc de rester. Non pas pour les mêmes raisons que par le passé. Pas par gratitude, pas par peur de l'inconnu, pas par manque d'alternative. Je restais parce que je le décidais. Parce que partir maintenant, après tout ce temps, n'aurait changé que ma géographie, pas l'essence de ce que j'avais vécu. Partir aurait été une victoire symbolique pour eux, la preuve que leur système fonctionnait, que je m'en rendais compte trop tard. En restant, je reprenais le contrôle à ma manière. Je me suis mise à cultiver un espace intérieur qu'ils ne pouvaient pas atteindre. Dans ma tête, je reconstruisais ma vie autrement. Je me rappelais les détails qu'on avait effacés. Mes parents, avant l'accident, mes rêves d'adolescente, avant la gare, les moments de joie simple que j'avais eus, avant qu'ils ne se dissolvent dans la routine. Je me donnais le droit, en silence, de penser à moi comme à une personne entière, pas comme à un rôle. Je ne demandais plus rien, ni argent, ni sortie, ni explication. Je ne proposais plus d'aller mieux, de faire plus. Je faisais exactement ce qu'on attendait de moi, avec une efficacité froide. Cela les déstabilisait légèrement. Ils me regardaient parfois avec un soupçon d'inquiétude, comme si mon calme était plus troublant que n'importe quelle révolte. Je les laissais se demander. Les années ont continué à passer. Mes cheveux ont blanchi complètement. Mes mains sont devenues plus fines, plus veinées. La maison, elle, est restée la même, impeccablement entretenue par mes soins. Les enfants sont devenus grands-parents, les petits-enfants adolescents. Le cycle des vies s'est déroulé autour de moi, comme si de rien n'était. On continuait à m'appeler par mon prénom, à me dire merci, à me raconter les nouvelles du jour. Je répondais toujours. Je souriais toujours. Mais à l'intérieur, je vivais ailleurs. Je n'ai jamais demandé de reconnaissance. Je n'ai jamais réclamé d'explication. Je n'ai jamais tenté de reprendre ce qui m'appartenait sur le papier. À quoi bon? Le document reposait dans son tiroir, intouché. Il n'avait plus de pouvoir sur moi. Je savais ce qu'il disait. Cela suffisait. Parfois, quand je sortais les poubelles ou que je taillais les rosiers, la voisine d'en face me saluait. Elle m'appelait toujours « la propriétaire », avec le même sourire innocent. Je hochais la tête, sans corriger. Elle ne savait pas, et je ne lui dirais jamais. Je vivais mes dernières années dans cette maison qui portait mon nom, mais qui n'avait jamais été la mienne. Un soir, assise près de la fenêtre, regardant le jardin sous la lumière déclinante, une pensée s'est imposée à moi, claire, définitive. J'ai vécu dans une maison étrangère, puis, immédiatement après, une autre, plus lourde. Mais ma vie entière s'est avérée étrangère à moi-même. Je n'ai rien changé. Je suis restée, et dans ce silence choisi, j'ai enfin trouvé une forme de paix. Pas celle qu'on gagne en partant, en luttant, en réclamant. Celle qu'on trouve quand on comprend que certaines vérités ne méritent pas qu'on les partage avec ceux qui les ont fabriquées.